La parole est à Hervé Morin pour le groupe UDI et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents, le renseignement est un acte de souveraineté par excellence. Il relève donc de la loi. Or, depuis la loi Rocard de 1991, la France n'a fait évoluer qu'à la marche sa législation sur les interceptions, comme si les techniques et les technologies n'avaient bougé qu'à la marge. Le numérique, Internet, les téléphones, les ordinateurs portables, les réseaux sociaux, tout cela n'existait pas, ou presque, en 1990. Et pourtant, dans nos textes, dans notre discours aussi, nous parlons souvent encore d'écoute comme si rien n'avait changé, alors que les nouvelles technologies permettent, et c'est une évidence, de mettre en place des dispositifs particulièrement intrusifs et portant en eux des atteintes potentiellement profondes à la vie privée et aux libertés individuelles. Les criminels et les terroristes, les services de renseignement étrangers, les agences privées éventuellement commanditées par de grands groupes disposent de moyens de communication, de technologies, j'allais dire de moyens de travail, qui sont sans commune mesure avec ce que la législation prévoyait pour les contrecarrer. Bien sûr, nos services se sont adaptés. Les lois de programmation ont accru de façon considérable les moyens des services de renseignement, 700 pour la DGSE quand j'étais ministre de la Défense. Et dans le même temps, la Commission nationale de contrôle a fait évoluer sa jurisprudence pour s'adapter à tout cela. Mais très clairement, il était nécessaire qu'il y ait un cadre législatif et réglementaire nouveau pour asseoir juridiquement des méthodes et des pratiques qui sont déjà mises en œuvre. Alors je dis oui, il fallait un texte, mais j'ajoute que ce n'est pas parce que ces pratiques, ces techniques existent qu'il ne faut pas un encadrement très strict, très protecteur de nos libertés fondamentales, et c'est même le contraire, c'est parce qu'on sait qu'elles existent qu'il le faut. Tout d'abord, disons-le, ce texte, compte tenu de l'ampleur des dispositifs et d'un champ d'intervention qui sont prévus, s'apparente bien à un Patriot Act à la française, quelles que soient les allégations contraires du gouvernement, même si on ne va pas aussi loin que les Américains. Et il faut avoir en fond d'écran les conséquences du Patriot Act américain, où 70 000 personnes ont été interpellées sans raison valable, et cela parce qu'il n'y avait pas les contrôles nécessaires sur les services de renseignement. C'est un projet de loi qui, en effet, donne de nouveaux moyens pour la lutte contre le terrorisme. Mais, Monsieur Ciotti, c'est un projet de loi qui va bien au-delà du champ de la lutte contre le terrorisme. Ce texte n'est pas une loi sur le terrorisme, mais c'est une loi sur le renseignement. Et ma première critique est celle, comme je l'ai dit en commission, du champ d'application des interceptions. Avec les amendements adoptés, les interceptions couvrent peu ou prou tout le champ de la vie nationale. Pour ne prendre que quelques exemples, la protection des engagements européens de la France, la défense des intérêts économiques essentiels et non plus majeurs, la lutte contre les crimes et délits organisés sans qu'il y ait un plancher de peine, les risques liés aux violences collectives, sont autant de champs permettant des atteintes graves à nos libertés si les moyens mis en œuvre sont entre les mains de personnes mal intentionnées. J'entends l'argument selon lequel ces champs d'interception étaient déjà ouverts par la loi sur les écoutes. J'entends bien qu'il faille nous protéger de l'intelligence économique, mais je comprends aussi qu'avec un tel spectre, on peut facilement légitimer des interceptions dont l'intrusion dans la vie privée est désormais beaucoup plus violente que le seul moyen des écoutes téléphoniques. Quand les techniques permettent de pénétrer votre ordinateur personnel, de surveiller votre clavier, même si l'ordinateur n'est pas branché, de rentrer dans votre boîte mail, quand vous pouvez mettre en place des dispositifs qui captent l'ensemble des connexions dans un espace donné, on est très loin
de la seule fiche permettant de mettre sur écoute un individu suspecté. Je prends un seul exemple puisqu'on est à l'Assemblée nationale. Si l'un d'entre nous, parlementaires, membres de la Commission de la Défense par exemple, rencontre des industriels israéliens, américains ou russes, peut-on légitimement considérer qu'ils pourraient porter aux intérêts économiques essentiels de la nation et à ce titre être mis sur écoute au sens le plus large? Ce que je dis pour un parlementaire peut l'être pour des journalistes, des acteurs économiques ou, j'allais dire, pour tout citoyen. Alors on m'objectera qu'il y a l'avis de la Commission nationale. Eh bien oui, il y a l'avis de la Commission nationale, et c'est bien là que le bât blesse, et c'est ma deuxième critique. On peut, dans certains cas, s'en exonérer. Ma deuxième critique, alors j'ai bien compris que sur l'urgence, on avait beaucoup évolué entre le texte du gouvernement, le texte de la Commission, puis le nouvel amendement de la Commission. Mais j'insiste sur la question d'urgence parce qu'elle me semble absolument essentielle. On m'explique à juste titre qu'il faut donner aux services les moyens d'opérer avec efficacité ce qui impose, dans un certain nombre de cas très limités, de prévoir l'urgence. Sauf qu'on oublie de dire que cette procédure d'urgence qui écarte l'avis préalable de la Commission conduit à laisser le Premier ministre seul juge de la mise sur interception. Alors j'ai bien compris que demain on aura deux types d'urgence, l'urgence absolue et l'urgence opérationnelle, avec des moyens d'interception différents qui pourront être mis en œuvre. Je veux prendre le temps de comprendre tout cela, mais je veux réaffirmer que je ne vois pas en quoi la décision du Premier ministre, qui interviendra nécessairement après un processus administratif, empêcherait qu'en parallèle la Commission nationale soit saisie. Il suffit de mettre en place soit un régime d'astreinte au sein de la Commission, soit un régime d'autorisation implicite d'acceptation en cas d'absence de réponse, ou mieux encore, ou peut-être en plus, probablement prévoir un système d'autorisation préalable à partir de cibles déterminées à l'avance comme devant pouvoir faire l'objet de réponses techniques rapides. En tout cas, messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, je ne veux pas que la loi favorise l'organisation de l'urgence afin d'écarter l'avis préalable de la Commission. Et, Madame et Messieurs les ministres, je n'ai aucun doute, je le dis, sur le fait que vous et les membres du gouvernement ou le chef de l'État n'ayez aucune intention de détourner la loi. Mais nous légiférons pour le temps long. Nous légiférons pour des pouvoirs qui vont se succéder. Nous légiférons dans une période d'instabilité politique et je ne veux pas que la loi tombant dans des mains mal intentionnées soit un instrument qui porte atteinte à nos libertés fondamentales. Car, et je le dis tranquillement, mais sereinement, mais avec beaucoup de passion, même si c'est une passion que je n'exprime pas, ce texte n'est pas un texte anodin, car il revient à mettre des procédures d'exception dans le champ du droit commun. Puis-je vous rappeler qu'un ancien chef de l'État, qui avait pourtant écrit le coup d'État permanent, n'avait pas hésité à mettre sur écoute avocats, journalistes et comédiens pour des motifs bien étrangers aux intérêts de l'État et à la sécurité des Français. Et pardon de le dire, même si cela en froissera probablement quelques-uns, j'aurai toujours un doute sur la capacité d'un directeur d'administration centrale de résister à l'appel d'un président de la République ou d'un Premier ministre qui, au nom de l'urgence, demande une interception de long fondement et pourtant particulièrement douteux. J'ai d'autres griefs que j'aurai l'occasion d'évoquer durant les débats, notamment la protection des données personnelles absentes du texte. Mais dans le temps qui m'est imparti, Madame la Présidente, si vous voulez bien m'accorder 1 ou 2 minutes de plus. Je n'ai pas pris la parole volontairement lors de la motion de renvoi. Mais dans le temps qui m'est imparti, je voudrais aborder un troisième point important qui est probablement plus important encore. Il y a l'amont de l'interception avec l'autorisation de la Commission, mais il y a l'aval de l'interception, la conservation des données et la constitution des fichiers. Le premier garde-fou absolument indispensable est que l'ensemble des éléments interceptés puissent être contrôlés facilement et à tout moment par la Commission nationale.
Il doit y avoir une traçabilité totale et un contrôle permanent possible par la Commission nationale. En clair, les interceptions doivent être concentrées dans un même lieu et accessibles à tout moment afin de vérifier que les données collectées soient bien conformes à l'autorisation qui a été accordée par le Premier ministre. Le deuxième garde-fou absolument indispensable, Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est le contrôle des fichiers constitués et des données qui y sont inscrites. Je me suis opposé, lorsque j'étais au gouvernement, au fichier Edwige, où l'on considérait que pour des raisons de sécurité, on pouvait inscrire dans un fichier le patrimoine, la voiture ou les orientations sexuelles de tel ou tel responsable socio-professionnel. Compte tenu des procédés technologiques permettant la pêche au chalut d'informations, compte tenu du droit ouvert par la loi de mettre sur écoute des personnes involontairement et indirectement associées à des risques criminels, compte tenu de la mise en place possible d'algorithmes sur ce qu'on appelle, d'une formule étrange, la captation des signaux faibles, il est absolument indispensable que la CNIL ou tout autre organisme indépendant puisse accéder à tous les fichiers de police, les fichiers Christina, Anco et les autres. Madame la ministre, Messieurs les ministres, la France et les Français ont besoin d'être protégés. Mais la France et les Français ont besoin aussi de voir leur démocratie protégée sur le long terme. Protégée en 2015, mais protégée dans les années et dans les décennies qui viennent. La démocratie, ça n'est pas la faiblesse du pouvoir. La démocratie, ça n'est pas l'organisation de l'impuissance. Mais la démocratie, c'est la mise en place à de nouveaux pouvoirs attribués légitimement à l'exécutif, des contre-pouvoirs aussi forts que les pouvoirs de surveillance qui sont ouverts. En quelque sorte, à l'hypersurveillance possible doit correspondre la mise en place d'hyper-moyens de contrôle de surveillance, seul rempart contre l'arbitraire. C'est pourquoi je vous demande simplement d'aborder avec attention les 3 sujets que j'ai évoqués. Et pour ma part, je ne voterai ce projet de loi que si, à la fin de l'examen des délibérations de notre Assemblée, de nouvelles garanties sont apportées à la protection de nos libertés fondamentales. Car la France et les Français doivent être protégés, mais les Français n'ont pas vocation à vivre dans quelques décennies dans une société de surveillance. Je vous remercie.